Quels sont les effets du corona sur la high-tech? C'est le sujet de cette émission de Israël demain sur Studio Kalita. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Rudy Lézère. Bonjour Rudy. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Très bien Rudy, merci d'être avec nous pour parler un peu justement, on est encore en pleine crise de ce coronavirus, on n'en est pas encore sorti et on va essayer de voir quelles sont les influences de cette crise sur plus particulièrement le marché de la high-tech. Alors ma première question Rudy, est-ce qu'on peut déjà mesurer les effets du corona sur le marché de la high-tech? Non, je pense que c'est encore un petit peu tôt. C'est comme mesurer les effets sur toute l'industrie. Je pense que c'est encore un peu tôt parce qu'on croyait finalement avoir un rebond déjà quasiment à la fin de l'année. Je pense qu'on l'aura plus au début de l'année prochaine, mondiale, je parle. Et d'un point de vue général, je pense que c'est une des industries qui est quand même la moins touchée par rapport à d'autres secteurs. C'est assez clair. Ouais. Elle est touchée, mais moins que d'autres industries. Alors on va parler d'abord au niveau mondial et est-ce que les grandes sociétés comme Microsoft, comme Google, est-ce que ces sociétés ont été touchées par cette crise? Je dirais pas vraiment, je dirais quasiment le contraire, c'est-à-dire même à regarder d'un point de vue extérieur les valeurs, la valeur de Microsoft, de Amazon, de Google, c'est-à-dire de ces sociétés-là, il y a un an et il y a aujourd'hui, je pense que ce sont plutôt des sociétés qui sont, c'est peut-être pas le terme exact, mais qui sont plutôt gagnantes de cette crise actuelle. C'est-à-dire, on voit des sociétés qui se sont renforcées, qui continuent à travailler, que ce soit Microsoft, Amazon. Google, je dirais, se renforce, perd un petit peu au niveau de tout ce qui est publicité, ses revenus, des choses comme ça, mais je pense que ça va revenir vite. Mais le grand gagnant de la transformation également au niveau du travail et de la transformation des besoins online, c'était là, sans aucun doute, ces grosses sociétés de cloud et tout ça. Alors on va en parler de ces sociétés qui prennent de la valeur justement en raison de cette nouvelle façon de travailler. Mais justement, il y a eu beaucoup de changements au niveau du travail dans le marché général et plus particulièrement dans les sociétés high-tech. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Rudy? Oui et non. La high-tech est un marché qui est habitué à travailler sans véritable frontière géographique, time zone. Les gens sont assez habitués à travailler depuis chez eux. Le télétravail, comme on dit en français, est quelque chose d'assez courant, je dirais, depuis quasiment une dizaine d'années dans la high-tech. Le Zoom, c'est vraiment pas nouveau. Je veux dire, ça existe depuis le Zoom, le Teams, le Skype, etc. Les rendez-vous. Et la façon de travailler à la maison, je pense, est déjà bien implémentée au sein de beaucoup de sociétés de haute technologie. C'était pas la grande majorité, attention, c'est pas une révolution au niveau de la high-tech, c'est une évolution. D'accord. Maintenant, il y a beaucoup de sociétés qui ont décidé de laisser tout le monde chez eux à la maison et de continuer à travailler. Je pense qu'ils y arrivent pas mal. J'ai vu j'ai parlé à pas mal de copains, d'amis et autres. Et l'efficacité l'efficacité du travail à la maison est pas mal, même si pour certains, je veux dire, il n'y a pas le contact qu'il y a eu, mais je pense que ça marche pas mal. La high-tech est un domaine où le télétravail marche pas mal. Alors justement, ce télétravail, le fait qu'on travaille de plus en plus à la maison, cela a provoqué aussi une augmentation du nombre d'utilisation de tout ce qu'on appelle les clouds, ces systèmes qui permettent donc de garder les données dans ces nuages, en fait, d'une façon virtuelle. Alors ces sociétés ont connu vraiment un véritable essor ces derniers mois. Regarde ce que fait un petit peu Studio Kalita. Moi, je veux dire, à mon avis, penser la même chose il y a juste peut-être 5 ans, ça aurait été impossible, d'un point de vue technique. Alors, regarde juste ce que tu fais, toi et un petit peu tous tes collègues, et ça à une échelle assez restreinte. Et on a vu le monde entier utiliser beaucoup plus de bandes passantes, de logiciels sécurisés, d'applications et autres. Donc, on a vu un trafic très important, un trafic qui était de meilleure qualité, un trafic d'applications, d'automatisation de beaucoup de choses, de beaucoup de services.
Donc finalement, tout ce qui était, je pense que ça a accéléré cela encore plus. Des choses qui étaient toutes simples sont devenues quasiment, ont été adoptées par une grande partie du public, que ce soit même de commander des choses online, beaucoup d'activités. Il y a une partie qui est moins connue par le grand public, qui fait partie de toutes les infrastructures qui sont derrière. Et je pense que ça a créé une accélération un petit peu de tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup plus d'infrastructures au niveau télécommunications, software, cloud, des choses comme ça. Ouais, donc aussi, ce qu'on avait parlé aussi ensemble, c'est tout ce qui concerne la G5 aussi, qui permet aussi... Exactement, je pense que ça va accélérer la 5e génération, tout simplement pour les applications de basse latence. D'accord. C'est-à-dire qu'on voit maintenant une accélération. Je pense que les gouvernements ont été beaucoup plus intelligents de la façon dont ils ont alloué les fréquences également à travers le monde, même en Israël d'ailleurs, et de façon à ne pas, je dirais, ruiner les opérateurs et les pousser à le déployer assez rapidement. Je pense que ça va bouger assez rapidement. C'est-à-dire, sans la 5e génération, il y a des tas d'autres industries qui n'auront pas lieu, telles que la voiture assistée, juste une voiture autonome. Alors, on sait aussi que tous ceux, enfin, une grande partie des gens qui travaillent dans la high-tech voyageaient beaucoup à l'étranger, partaient faire des rencontres dans d'autres pays. Donc, les frontières ont été plus ou moins fermées, en tout cas en Israël et puis dans d'autres pays. Est-ce que cela a influencé sur la façon de travailler? Je pense, c'est-à-dire... une société de haute technologie, finalement, quand tu regardes les budgets, imagine que tu diriges une société de haute technologie, le premier budget sont les salaires des employés, parce que c'est des employés à haute valeur ajoutée, des ingénieurs, etc. Donc, c'est un coût salarial assez important. Et le deuxième budget, souvent, c'est un budget qui est d'événements, d'événements ou de coûts de vente. Et les voyages en eux-mêmes sont finalement le deuxième ou troisième budget d'une société de haute technologie. Les gens relativement voyagent beaucoup, soit à l'intérieur des entreprises, soit pour travailler ensemble, parce qu'il y a des sites qui sont de différentes localisations à travers le monde, et également pour aller vendre et rencontrer. Donc finalement, on a vu beaucoup de sociétés qui ont totalement coupé leur budget de voyage, tout simplement parce que ce n'était pas possible. Bien sûr. On a vu que c'était possible quand même de travailler, de faire des affaires et de vendre, même sans rencontrer les gens. Ouais. Je pense que ça a affecté également, mais il y a une espèce de souplesse, et je pense que ça va rester. On a vu des choses. Ils se sont adaptés, en fait. Ils se sont adaptés à cette situation. Oui, tout à fait. On a même vu des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas, des conférences de marketing, des choses qui avaient lieu où des gens venaient se rencontrer, participer à des tas de conférences assez technologiques ou sur le marché, qui ont lieu online, avec du networking online, c'est-à-dire des façons à pouvoir continuer de travailler. D'accord. Mais les voyages, maintenant, je pense que c'est un petit peu prématuré, mais ça va quand même affecter un petit peu les revenus et les ventes de certains, parce que sans évidemment être sur le terrain, certaines sociétés vont être... Bien sûr. Alors, on a parlé un peu au niveau mondial, on va parler rapidement un peu au niveau d'Israël. Comment Israël se place dans cette crise? Est-ce que les sociétés israéliennes ont été particulièrement affectées? Écoute, je pense qu'il faut répartir un petit peu de façon à simplifier en trois groupes. Il y a des très grosses sociétés internationales qui sont présentes en Israël. Tu peux avoir des Microsoft, des Intel ou des gens un petit peu de ce calibre-là. Je pense que, je ne cite pas tous parce qu'il y en a beaucoup, je pense que ces sociétés n'ont vraiment pas été affectées. Ça, c'est la première chose. Elles ont réagi comme, je pense, toutes les industries ou toutes les sociétés à travers le monde, c'est-à-dire elles ont freiné, c'est-à-dire elles ont freiné tout ce qui était recrutement, ils ont freiné un petit peu tout ce qui était budget de recrutement à cause de l'incertitude qu'il y avait sur le marché. Mais je pense que j'ai pas entendu qu'une seule société qui a touché à ses employés, qui a changé quoi que ce soit dans leur façon d'être à part le travail. Si on va sur l'autre extrême, Israël, c'est un pays où il y a énormément de création d'entreprises, de startup nation, comme on dit. Et là, je pense qu'il y a eu, ou j'ai vu particulièrement, des sociétés qui se sont créées juste l'an dernier. Je parle tout simplement en 2019. C'est une société assez exceptionnelle, on en a parlé, je crois, sur Studio Calita, du nombre de créations d'entreprises qu'il y avait eu l'an dernier. C'est quelque chose d'exponentiel.
Maintenant, quand on crée une société, on prend un petit peu d'argent, ce qu'on appelle seed money, le premier investissement, ou un petit peu, ou peut-être le premier fonds. Et ces gens-là sont rentrés dans un désert dans la première partie de l'année 2020 qui n'était pas prévue et ont eu beaucoup de mal à accéder au capital. Et j'ai vu pas mal de sociétés qui d'abord ont diminué, ont arrêté tout de suite de recruter, ont quitté leurs locaux, ont essayé d'économiser le plus possible d'argent. Et je croyais qu'ils reprendraient de l'activité pendant l'été, mais simplement ça n'a pas eu lieu. Donc une partie, c'est-à-dire la partie la plus faible la partie la plus faible qui n'avait pas assez d'argent, qui n'avait pas levé assez d'argent, a été touchée. Très bien. Alors, pour terminer, Rudy, est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui des prévisions? C'est un peu trop tôt pour savoir de quelle manière les sociétés, que ce soit israéliennes ou dans le monde, vont réagir, vont rebondir par rapport à cette crise? Écoute, ça fait 30 ans que je cherche un bout de cristal, je ne l'ai pas encore trouvé. Alors, pour être un petit peu plus sérieux, moi, je suis optimiste, c'est-à-dire cette crise, finalement, chaque pays la traite de façon différente. Je pense qu'elle a beaucoup frappé l'économie israélienne. Par contre, ce ne sont pas les gens les plus démunis. Je pense que la high-tech israélienne ne dépendait pas tellement de l'économie israélienne jusqu'à présent. C'était une industrie qui se débrouillait par elle-même. Ensuite, on prend l'investissement, vente, et présence. Et donc, finalement, quand je regarde un petit peu ce qui se passe en Israël, et quand on regarde l'état actuel des choses, quand on regarde quels sont les gens les plus affectés, et malheureusement, il y en a beaucoup par cette crise, cette industrie-là, je dirais, est un petit peu privilégiée. Elle ne va pas passer au travers de la crise, attention, elle ne va pas passer au travers de la crise. Mais moi, je pense que si cette crise, finalement, comme beaucoup le disent, commence à toucher certains vers la fin de l'année, le début de l'année prochaine, je pense qu'on peut arriver vers un rebond. D'accord. Ma seule crainte étant que c'est une crise mondiale. La haute technologie en Israël ne vise pas le marché israélien, c'est un marché qui est tout petit. Attention, elle l'utilise beaucoup pour tester ses produits et pour l'innovation qui est sur place, mais elle vend dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. Et si ces pays-là sont assez affectés, on aura des clients qui achèteront beaucoup moins de chez nous également. Donc ça, c'est quelque chose qui est très évident. Très bien, Rudy, merci beaucoup d'avoir fait avec nous ce tour d'horizon un peu de la situation du marché high-tech dans cette période du coronavirus. Et merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci à toi et Chag Sameach à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Rudy, à très bientôt. Merci, voilà, c'était notre émission Israël demain. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Studio Kalita. À bientôt, bye bye.